des yeux. Donc on démarre en fait pendant ces 3 jours. Pas mal de changements cette année. D'abord, on est sur 3 jours, alors que par le passé, vous saviez qu'aux universités d'été, on était sur 4 jours. Ensuite, on est au Palais des Congrès, ça c'est pas nouveau. Par contre, c'est pour le coup assez définitif. Compte tenu des contraintes du nombre de participants, on va avoir du mal à revenir, comme on a pu le faire par le passé, à l'université René Descartes. Donc on va certainement rester un certain nombre d'années au Palais des Congrès. Et puis évidemment, mesure de Covid oblige, on a dû mettre en place tout un tas de règles. Donc vous avez vu qu'un siège sur 2 a été condamné, vous avez tous des masques. Et une grosse partie de nos ateliers sont retransmis en direct. Et donc on a, outre l'audience présente ici, que je remercie d'avoir fait l'effort de se déplacer, un certain nombre de consoeurs et de confrères qui sont derrière leur écran, chez eux, à leur bureau, au fond de leur lit peut-être, pourquoi pas, en train de nous regarder. Alors on va démarrer cette première conférence sur la facture électronique, menaces ou opportunités, avec 4 invités prestigieux que j'ai l'honneur d'accueillir. On va démarrer avec mon voisin qui est tout à fait au fond, qui est donc Francesco Forgione, qui est expert comptable italien et qui a eu la chance d'avoir une maman française. Donc c'est pour ça qu'il parle admirablement bien français. Et donc il exerce son activité à Milan. Voilà. Et donc pourquoi on a fait venir Francesco, il va vous l'expliquer lui-même, mais l'Italie est très en avance en matière de facturation électronique. À ses côtés, Alexandra Blanc-Jean-Jean, qui est chef de bureau de l'animation de la fiscalité des entreprises à la DGFiP. Donc, bonjour. Voilà, en charge de la fiscalité des entreprises et pas de contentieux, mais tout ce qui est conseil, accompagnement, voilà. Voilà, exactement. Amiable, tout ce qui est amiable. Voilà. À ma gauche, vous la connaissez tous, c'est Virginie Roitman, qui est notre consoeur expert comptable. Elle est présidente du tableau, elle est également présidente de l'exercice illégal. Voilà. Et je crois qu'elle est candidate aux prochaines élections, il me semble. Voilà. C'est à peu près ça, Laurent. Voilà. Bonjour à tous. Et puis Pierre Dutarré, qui est entrepreneur, qui a dans sa vie créé plusieurs boîtes, qui a découvert qu'il y avait plein de problèmes dans la facturation, le paiement des factures, et qui a créé une boîte pour résoudre ça qui s'appelle Libéo. C'est le principe des entrepreneurs, dès qu'il y a un sujet, un problème, on trouve une solution. C'est ça, Voilà. Laurent. J'en parlerai peut-être après. Mais Exactement. Ouais. Alors, on va démarrer tout de suite avec Virginie pour recadrer un peu le débat. Est-ce que tu peux, Virginie, nous rappeler quel est le contexte de la facturation électronique? Où est-ce qu'on en est en quelques mots? Alors, j'imagine que la facture électronique, vous savez tout ce que c'est. Ça fait à peu près depuis les années 1970 qu'on en parle, avec des premiers échanges de données par voie électronique via Edificat ou EDI. Un petit résumé des épisodes précédents. En 2014, donc une ordonnance en France et également une directive européenne définit ce calendrier. La directive européenne définit le calendrier pour pas mal de pays en Europe. Et en France, on s'occupe tout d'abord des marchés publics. 1er janvier 2017, facture électronique obligatoire pour les grandes entreprises qui travaillent avec l'administration, les marchés publics. Et 1er janvier 2020 pour les TPE. Donc depuis le 1er janvier 2020, on est tous dans le bain de la facture électronique dès que nos clients ou nous contractons avec l'État. Et vous le savez tous, c'est via le portail Chorus Pro. Donc les autres. Eh bien, depuis la dernière loi de finances, article 153, on peut lire la loi de finances 2020 qui est parue en décembre de 2019. Toutes les factures émises entre assujettis à la TVA devront obligatoirement être émises sous format électronique. Le calendrier serait le suivant, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025. Je ne sais pas si vous avez tous vu cet article, mais il est également indiqué que les données figurant sur ces factures électroniques seraient transmises à l'administration fiscale dans
avec le motif que l'administration fiscale aura envie d'avoir une offre de service, donc ce sont les motifs de la loi, une offre de service qui consisterait à pré-remplir les déclarations de TVA pour les contribuables, au moins partiellement. Donc, en conclusion, le calendrier, Laurent, entre le 1er janvier 2023 et 2025, on en saura plus certainement dans quelques minutes. Parce que 1er janvier 2025, en fait, c'est au 31 décembre 2024. Donc. Tout à fait. Donc il nous reste 3 ans pour que 100% de la facturation bascule en électronique. Il nous reste 2021 et 2022 et 1er janvier 2023. Donc pourquoi ce calendrier glissant? Parce qu'on attend un rapport qui devrait paraître incessamment sous peu, si j'ai bien compris, ou vers la fin du mois de septembre, qui a été commandé à des parlementaires pour justement voir les modalités pratiques de la communication des données à l'administration fiscale. On peut s'interroger, mais je pense qu'on le fera après, on peut s'interroger aujourd'hui pourquoi cette facture électronique aujourd'hui est pilotée par l'administration fiscale et pas par le secrétariat du numérique ou ce ministère-là. Ben, vous le savez tous, et Francesco va nous en parler. En fait, la facture électronique, c'est en fait le bras armé pour lutter contre la fraude à la TVA. Et voilà pourquoi les États y vont. Et si on fait un petit focus international et européen, il se trouve que les premiers États à être allés dans ce chantier de la facture électronique ont été les États où la fraude à la TVA a été la plus élevée. Gentil pour nos voisins italiens, mais... Non, mais Francesco. je pensais à l'Amérique du Sud. Je visais personne. Voilà, Francesco, donc, effectivement, en Italie, vous êtes très avancé avec quelques autres pays, mais pas nombreux, en fait. Si je me souviens pas mal, on a été le premier pays en Europe. Normalement, la loi de la facture électronique est européenne, donc tous les pays européens vont s'aligner entre le 2027, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai, comme vous disiez, que ça a aidé à lutter contre la fraude fiscale. En 2019, il y a eu 4 milliards de TVA récupérés par la facturation électronique en Italie, quand même. On a commencé au 1er janvier 2018 en Italie avec la facturation avec la publique administration. En juillet 2018, toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur pétrole et gaz ont commencé. Et 1er janvier 2019, tous les autres. Donc ça a été très vite le passage à la facturation électronique. Ce n'a pas été si facile que ça dans les premiers 6 mois. Le nombre de factures est très très élevé. Dans la première année, il y a eu 2,6 milliards de factures qui sont passées par le système. Donc ça fait à peu près 200 millions de factures par mois. Donc le vrai problème au début, ça a été la gestion informatique de les données. Donc ça a été très difficile. Il y a eu des problèmes de blocage de système. Mais après 6 mois, tout a fonctionné très bien. Il faut dire que c'est un système qui, au final, amène, je pense, beaucoup plus d'avantages que de menaces. Pour que ce soit bien clair, hein, aujourd'hui, tout le monde, toutes les entreprises, sans seuil, sont obligées d'utiliser et de recourir à la facturation électronique. Toutes les entreprises, sauf les petites TVA qui ont un chiffre d'affaires en dessous des 65 000 euros. Donc, dès qu'on dépasse 65 000 euros, on a l'obligation, quand on fait une facture, d'abord on a l'obligation de faire une facture, et cette facture, elle doit nécessairement être électronique. Alors, je comprends comment ça peut marcher en B2B. Moi, expert comptable, je fais des factures à mes clients, mais quand je vais chez le boulanger, le boucher, comment ça marche? Il ne me fait pas nécessairement... Alors, les exercices commerciaux qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse les 400 000 euros sont obligés à transmettre aussi les données des tickets de caisse. Donc c'est comme ça qu'on a ramené la facturation. Ce serait qu'on ne parle pas que de facture dans les échanges commerciaux. Il y a toute la part qui est donc ticket de caisse. Et on a électronisé ça aussi à partir du 1er juillet 2019. Donc c'est-à-dire qu'un commerçant doit envoyer chaque jour Tous les jours à minuit. Tous les jours à minuit, il envoie à l'administration fiscale son livre des recettes, voilà, avec le montant des ventes qu'il a fait. Exactement. C'est quotidien. Quotidien. Mais comment il fait ça? Il a dû s'équiper d'informatique? Toutes les caisses maintenant sont électroniques et sont reliées directement à l'agence financière italienne. Donc en automatique, la caisse tous les soirs à minuit, elle envoie les données à l'agence.
Et c'est vrai que ça n'a pas été très facile au début, justement, sur ce côté. Mais aujourd'hui, le 54% des factures sont B2B et le 44% sont B2C. Donc ça marche quand même assez bien. Le vrai problème, c'est que le digital divide en Italie était assez marqué. Donc il y avait plusieurs exercices commerciaux qui n'avaient ni ordinateur, ni caisse électronique, et qui faisaient encore les tickets de caisse à la main. Oui. Et sur ça, il n'y a pas eu moyen, il faut s'adapter. Donc c'est ça le gros changement en fait qu'il faut avoir, c'est de revenir à la digitalisation. Donc toutes les boîtes ont dû acheter un truc. C'est quoi, un logiciel. Un logiciel. Ils ont adapté aussi certaines caisses qui étaient déjà électroniques, mais de fond, tout le monde a dû acheter un logiciel. Ça, c'est un peu la grosse différence. C'est vrai que le coût pour les entreprises au début de s'adapter à la facturation peut être assez haut, parce que sur les petites boîtes, on parle par exemple de 200 300 € par an de logiciel. Et sur les grosses boîtes, vous pouvez imaginer le chiffre que ça peut coûter d'adapter un système de facturation de milliers de factures par mois. Mais si on pense le coût qu'il y avait avant par rapport à la facturation en papier, on va dire, a été estimé en Italie entre 4 et 7 € pour chaque facture, entre la compiler, l'imprimer, l'envoyer. Ouais. Et aujourd'hui, on est entre les 0,70 centimes et 1,80 €, y compris la main-d'œuvre. Donc au final, sur le coût d'une année complète, si on considère le temps perdu pour faire la facture, l'envoyer en poste normal ou via mail, ou enfin selon les façons qu'on utilisait avant, il y a une grosse épargne quand même. Et, bien sûr, tu as intégré le coût des honoraires de l'expert comptable dans le traitement de la facture, dans tes calculs. Alors c'est vrai que ça a changé beaucoup la façon de travailler par rapport aux clients. Parce que donc l'administration reçoit tous les jours les recettes qui sont faites par les commerçants, tous les mois, les factures qui sont faites en B2B, ou tous les jours aussi? Tous les 12 jours. En fait, la règle, elle est comme ça. On attend 12 jours pour envoyer une facture datée 12 jours avant. Après 12 jours, il y a une amende si on ne l'a pas envoyée. 12 jours pour envoyer ta facture? Voilà. Sauf en B2C, où là, tu l'as envoyé tous les jours à minuit. Exactement. Okay. Et alors, qu'est-ce que fait l'administration de toutes ces datas qu'elle reçoit? Parce qu'elle reçoit la facture, elle reçoit le détail, elle reçoit le montant hors taxe. Elle reçoit toutes les données qui sont à l'intérieur de la facture, donc. Normalement, le but final, c'est le même que vous avez cité avant. Donc, ça sera de remplir les données de TVA automatiquement. Mais c'est le cas aujourd'hui? Non, pas encore. Ça va commencer le 1er janvier 2021. 1er janvier 2021, donc dans 4 mois. Voilà, exactement. Les données de TVA vont être pré-remplies. Donc, chaque contribuable va recevoir une déclaration de TVA pré-remplie. Voilà. À la fois en TVA collectée et en TVA déductible. Voilà. Parce que en TVA déductible, tu auras la TVA... de toutes les factures que tu as reçues sur le système, donc. Alors, c'est vrai que ça va être très difficile à gérer par rapport au pourcentage de détrahabilité de la TVA, parce que ce n'est pas tout le temps pareil. En Italie, on a des pourcentages différents. Donc, on est tous un peu inquiets de comment ça va marcher. Normalement, dans la première année, on a 10 jours depuis qu'on va recevoir la TVA précompilée pour apporter des variations manuelles et les communiquer. Et après ça, normalement, ça devrait marcher complètement automatiquement. Donc, c'est un changement un peu épocal. Ça, c'est ce qui fait un peu plus peur, on va dire, par rapport à tout le changement qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au niveau de travail, quand on commence à travailler sur la facture électronique, après, on apprend assez vite à travailler dessus. Donc, c'est assez facile de gérer et l'émission et la réception de factures et le travail de l'expert comptable. Parce que l'intérêt, c'est qu'évidemment, comme les factures maintenant sont électroniques, il n'y a plus de travail de saisie pour l'expert comptable. Alors déjà, on perd plus de factures. Ça peut pas arriver. Il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Voilà. On perd, je ne sais pas si aussi en France c'est comme ça, mais avant, on avait les clients qui nous amenaient les factures en papier. Ça arrive parfois, rarement, mais ça arrive. Des chiffres, on passait le temps à faire des files Excel où on regardait les factures qui manquaient et tout ça. Donc ça ne peut plus arriver. Les factures, elles sont toutes arrivées automatiquement. On les enregistre automatiquement avec donc, le logiciel du cabinet qu'on utilise. Donc il n'y a plus de saisie de pièces comptables de factures? Plus rien du tout. On a tous les données du fournisseur ou du client automatiquement. Ça, c'est très, très pratique. Il n'y a plus d'erreur de numéro de TVA du client ou du fournisseur qu'on peut mal imputer. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est de mettre le compte comptable correct une fois qu'on a reçu la facture.
D'accord. Donc le temps aussi qu'on dédie à la facturation, parce qu'après la comptabilité, comme vous savez, ça prend du temps en plus, mais ça réduit beaucoup le travail. Et c'est très pratique. Donc en fait, en Italie, quand tu es expert comptable, tu appuies sur un bouton pour récupérer les écritures bancaires, tu appuies sur un bouton pour récupérer les factures, et tu appuies sur un bouton pour sortir le bilan. Voilà, tous les jours, ça Tu as 3 boutons à appuyer. Oui, à peu près. Et le reste C'est un peu comme ça, c'est très pratique. Après, le vrai problème qu'on a remarqué dans cette période, c'est qu'on ne peut pas faire de modifications. Donc ça, c'est le vrai problème. Parce que si on envoie une facture par erreur, la seule façon, c'est de faire une note de crédit, d'attendre que la note de crédit arrive et de refaire une facture. Une fois que ça est au système, elle ne peut plus être changée. Ça, c'est un peu la chose qui est bien d'un côté. Mais... C'est un peu aussi le cas aujourd'hui avec les logiciels de gestion qu'on a en France. Tu ne peux pas modifier tes factures. Enfin, tu peux peut-être les corriger, mais une fois qu'elles sont validées, c'est le principe. Pas un peu, oui, c'est vrai aussi. Bah avant, en Italie, tu appelais le client, on disait je me suis trompé à faire le chiffre de la TVA plutôt que on leur envoyait. Enfin, c'était un peu plus flexible, on va dire. Avoir et nouvelle facture. Voilà. Maintenant, on ne peut plus ne rien modifier. Ce qui est bien d'un côté, parce que ça donne, surtout dans le système financier, ça donne une certaine sûreté de toutes les transactions qui aident. Et les banques, par exemple, je pense à tout ce qui est on va dire l'anticipation des factures par rapport aux banques et tout ça, donc ça a rendu toute on va dire les étapes de financement des entreprises beaucoup plus vite et beaucoup plus sûres pour les banques et pour le système en général. Donc tout le monde a gagné, je crois, par rapport à la facture électronique, sauf ceux qui avaient des intentions de fraude au système. Parce que là, il n'y a plus de fraude possible. Alors qu'il n'y en a plus possible, c'est difficile à dire, parce qu'il suffit de la faire électronique, la facture. Au final, c'est plus facile d'être découvert, surtout. C'est ça la grosse différence. On peut quand même faire des fraudes. Tu ne peux plus mettre dans ta compta des fausses factures, ni récupérer de manière... Si, ils le font quand même, parce que de toute façon, les entreprises avant qui faisaient que des fausses factures, ils les font tout le temps en électronique. La grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus rapide, le contrôle entre la facture et le flux financier qu'il y a derrière. Parce que maintenant, l'agence italienne a aussi toutes les données de banque des paiements et des paiements reçus par rapport aux entreprises. Donc, ils peuvent avoir la facture, le paiement entre 60, 90, 120 jours. Donc, s'il n'y a pas le paiement entre 180 jours, on va dire, il y a le contrôle qui part. Donc, c'est beaucoup plus difficile à faire. Alors, si mon fournisseur n'est pas super efficace et qu'il n'a pas envoyé la facture, mais je l'ai payé quand même, je peux récupérer la TVA. Comment je gère ça? Ça, c'est un vrai problème, par exemple, parce que la loi, elle dit que si tu n'as pas reçu la facture, tu attends 18 mois pour la recevoir, autrement, la TVA, elle est perdue. Alors, c'est un bon système pour appeler tous les jours le fournisseur pour se faire envoyer la facture. Ah, d'accord. Pas de facture, pas de TVA récupérable. Voilà, ça c'est le vrai problème. Si elle ne passe pas sur le système, la facture n'existe pas malheureusement. Et il n'y a pas d'erreur Si, il y en a eu beaucoup, des erreurs, surtout en fin d'année, parce que le vrai problème c'est que la facture, elle prend 4 ou 5 jours pour arriver. Alors maintenant, c'est beaucoup plus vite, mais vous pouvez imaginer le nombre d'échangements qu'il y a le 31 décembre. Donc sur le ballon, ça change quand même beaucoup la comptabilisation de toutes les opérations de fin d'année. Et ça, c'est la chose qui est un peu plus, on va dire, difficile à gérer, parce que donc on aura beaucoup plus de parties qu'on doit gérer sans facture à la fin de l'année, donc, et les remettre en début d'année, les remettre la TVA. Donc ça, c'est la seule chose qui change. Et surtout aussi ceux qui font les ballons tous les 3 mois, tous les mois. Il y a beaucoup de factures qui n'arrivent pas en temps pour être mises dans le ballon. Ça, c'est vrai que ça arrive. Et après... Une fois qu'on sait qu'on a déjà fait le paiement, plutôt qu'au niveau comptable, on arrive à gérer ça très bien. Mais au niveau de TVA, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, en fait, tu te retrouves à être obligé d'attendre que les factures, elles arrivent toutes seules dans le système. En fait, c'est ça. Et donc, le dispatching des factures qui sont envoyées et reçues, c'est quoi? C'est un opérateur privé ou c'est de l'administration fiscale italienne? Pardon? Qui fait l'envoi des factures? Alors, tout le monde s'est fourni d'un logiciel privé, on va dire. Donc, il y a plusieurs logiciels qui marchent en Italie. Il y a un logiciel aussi de l'administration financière, mais qui ne marche absolument pas, malheureusement. Donc, on doit utiliser forcément les logiciels privés. Et c'est le système, par contre, de l'agence qui transmet au logiciel.
La plateforme qui dispatche les factures entre les clients et les fournisseurs, en fait, ça c'est l'État. Voilà, ça c'est l'État qui le fait. Tous les logiciels ont un code qu'on doit insérer dans la facture. Donc si la plateforme de l'État trouve le code du logiciel, elle va être envoyée automatiquement au logiciel, donc du client ou du fournisseur. Autrement, la facture, elle finit dans dans un sac mystérieux, on appelle ça les factures ne pas récapitées, où on va aller trouver, donc on peut rentrer dans la propre plateforme sur le système de l'agence et trouver toutes les factures qui ne sont jamais arrivées, mais qui ont été envoyées. Là, tu vas les chercher, c'est celles qui sont... Il faut aller les chercher. Sont Pour tous les mois, elles sont divisées en mois, donc on les télécharge à la fin du mois, et elles arrivent comme ça. Alors, écoute, merci beaucoup, Francesco. On va interroger donc Alexandra Blanc-Jean-Jean. Ça vous inspire, cette expérience italienne? C'est ce qu'on a en tête en France? Comment vous voyez les choses? Oui, ça nous inspire, comme d'autres pays d'ailleurs dans le monde, puisqu'il y a deux grands modèles en matière donc, de facturation. Il y a la facturation électronique, c'est le système italien, et qui en effet passe par... donc c'est des facturations électroniques qui passent par une plateforme publique, donc, de l'agence. Il y a aussi le modèle de e-reporting qui, elle, est plus dans d'autres... de tout ce qui est Espagne, Portugal et Russie. Donc elle ne s'attache qu'à donner à l'administration fiscale les données. Donc c'est un peu les deux grands modèles. Il y a deux grands modèles dans le monde et en Europe aussi même, puisque les Italiens sont le seul pays pour le moment de l'Union européenne à avoir adopté tel quel le modèle de facturation de e-voicing, donc de facturation électronique, sachant que nos amis portugais et espagnols, eux, ont plutôt privilégié le fait de transmettre des données électroniques. Donc il y a toujours des factures, mais quelles qu'elles soient, elles peuvent être papier ou non papier. Mais l'idée, quand même, c'est de l'avoir d'une façon ou d'une autre, de façon structurée, pour pouvoir donner les données elles-mêmes à l'administration fiscale. D'accord. C'est le contexte européen et mondial d'ailleurs. Soit on bascule sur du 100% électronique et les factures elles circulent, elles sont dispatchées. Soit on continue avec un système hybride, mais on a juste une information qui est faite à l'administration fiscale des factures qui ont été faites, c'est ça? Voilà. Alors, le problème de ce système-là, je ne sais pas si du coup je vous fais la présentation ou pas, mais je peux revenir, mais c'est le dernier point de... Ah bon, d'accord, pardon. Mais si vous voulez, on peut en parler, mais... Reprenez au début. Ok, je prends juste pour le début, rapidement, mais on va y venir, parce qu'en effet, il y a des modèles purs, on va dire, et des modèles hybrides. Et c'est vrai qu'on s'oriente plutôt sur un modèle mixte. Mais voilà, donc il n'y a pas de suspense du coup pour la troisième partie. Mais donc voilà, très rapidement, mais on l'a déjà évoqué ensemble dans un premier plan. On a fait un peu de parangonnage international. Le cabinet EY nous a aidés, puisque dans nos réflexions, on avait besoin aussi d'avoir l'apport de nos homologues étrangers. Et ça a été d'ailleurs financé par la Commission européenne, puisque ça fait partie du programme de réformes structurelles pour aider les administrations à moderniser leur système de recouvrement. Donc on a les deux grands systèmes que je vous ai expliqués, la facturation électronique et le e-reporting, c'est juste le transfert des données elles-mêmes. Donc l'Italie, alors donc, je vois que vous n'avez pas insisté là-dessus, mais vous avez quand même réussi à une réduction des écarts de TVA, de tax gap, du coup, de 2 milliards quand même en 2019. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, sachant que nous, en France, le tax gap, donc l'écart de TVA, a été mesuré par la Cour des comptes et l'INSEE en 2019, donc l'année dernière, à 15 milliards. Donc 15 milliards. Nous, l'enjeu est quand même de taille pour nous. 15 milliards sur 186 milliards, puisque la TVA, comme vous le savez tous, c'est notre première recette fiscale en France. Donc, ce n'est pas quand même négligeable. Les enjeux sont quand même importants pour nous, même si, du coup, il n'y a pas de... Comment vous calculez ces 15 milliards? C'est quoi, c'est la différence entre quoi concrètement, c'est... Alors, vous avez tous les détails dans un des derniers rapports de la Cour des comptes. J'en reviens d'ailleurs, j'ai fait ma mobilité là-bas récemment. Donc, vous avez un rapport qui est sorti... il est sorti en fin d'année dernière et il y a tous les détails du calcul. Et en effet, maintenant, il a vocation à être suivi, parce que là, on a la photo en 2019, mais la DGFiP nous a engagés, avec l'INSEE évidemment, à mettre à jour cet écart de TVA. D'accord. C'est le total de la fraude TVA, c'est 15 milliards. Voilà. En tout cas, selon les dernières estimations d'une équipe dédiée de la Cour des comptes et de l'INSEE, aidée naturellement par la DGFiP.
Donc voilà, les enjeux sont quand même importants. Nous, donc, on se place dans ce cadre du coup européen, et comme vous l'avez très, très justement remarqué tout à l'heure, on a aussi en France déjà l'instauration de la facturation électronique B2G. Donc déjà, dès qu'on a des relations commerciales avec l'État, avec des structures, des entités publiques, soyons plus largement. Donc nous, on n'a pas choisi pour le moment, et même c'était même le cas pour le B2G, pour nos amis italiens, nous, on n'a pas choisi de système de Big Bang, on pourrait dire, du jour au lendemain, puisqu'en effet, il y avait l'ordonnance de 2014. En France, on a fait le choix de le faire de façon très progressive, parce que voilà, ça s'est fait entre 2017 et 2020. Et là aussi, on s'oriente depuis l'article du coup de la loi de finances, l'article 153 de la loi de finances pour 2020. On s'oriente aussi également sur une mise en œuvre progressive, c'est-à-dire au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025. Alors du coup, peut-être on va revenir un tout petit peu derrière, peut-être juste sur nos objectifs. On en a 4. Juste pour les rappeler, parce que, alors évidemment, c'est ce qui a été aussi évoqué, le service à l'usager en permettant le pré-remplissage, sachant que, bon, c'est le premier qui arrive en tête, ce qui était aussi un peu, c'est ce qu'on avait l'année dernière en tête en élaborant la loi de finances, mais naturellement, comme en Italie, c'est pas quelque chose qui peut se faire immédiatement, c'est plutôt un objectif de plus moyen terme, quoi. Déjà, il faut que toutes les entreprises soient déjà passées à la facturation électronique. Donc naturellement, ça ne peut pas être au 1er janvier 2023. Et puis après, il faut pouvoir disposer de toutes les données pour pouvoir, comme vous l'avez très bien expliqué, Francesco, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire. Donc ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Donc rassurez-vous, ce n'est pas au 1er janvier 2023 où il y aura déjà tout le pré-remplissage. Et aussi, c'est ce qu'on a indiqué précisément, il n'y aura que certaines données de déclaration de TVA, puisque vous le savez, il y a des éligibilités de la TVA pour les services où il faut les données de paiement. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui nécessitent, des subtilités qui font que de toute façon, elle ne sera pas complètement, mais un peu comme le pré-remplissage pour l'IRPP. Donc, on n'a pas tous les détails. On peut être amené à rajouter des informations, etc. Donc, on va dire, c'est une aide précieuse qu'on vise évidemment pour tous les assujettis à la TVA, mais c'est quelque chose qui dans des cas, dans les cas les plus simples, peut-être que ce sera très, très... en effet, il n'y aura peut-être pas grand-chose à adapter, mais pour des cas plus complexes, ils auront toujours besoin de beaucoup d'aide et de conseils pour ce type de choses. Après, évidemment, il y a aussi la compétitivité des entreprises. Comme Francesco l'a dit, il y a quand même des gros enjeux quand même en matière du coup de réduction des frais de facturation. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, sachant que voilà, on a vu que c'est à peu près le prix d'un timbre-poste. C'est à peu près pas très loin d'un euro la facturation électronique. Après, la facture papier, alors là, on a différentes études diverses et variées que vous pourrez lire dans le prochain rapport sur le sujet qu'on va déposer au Parlement en septembre. Mais on s'oriente sur entre 7 et peut-être même parfois 14 ou 15 euros selon les modèles. Donc pour les entreprises, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et ça peut aussi permettre de sécuriser les délais de paiement, puisque si on arrive à pouvoir mettre en place un statut de la facture, ce sera peut-être plus facile de le suivre, de savoir où on en est exactement, de suivre plus précisément. Après, évidemment, un point très, très important pour nous, c'est la lutte contre la fraude et l'écart à la TVA, comme je vous l'ai dit en introduction. Et aussi, un point qui est aussi très important, on s'en est rendu compte en particulier pour le Covid-19, c'est de suivre au fil de l'eau l'activité des entreprises pour optimiser la politique économique. On a pu se rendre compte, puisqu'on a échangé récemment avec nos amis brésiliens qui ont aussi ce type de choses, ils ont pu savoir exactement, selon les secteurs d'activité, quelles étaient les retombées. Mais j'imagine qu'aussi en Italie, ça devait être tout à fait le cas, mais il se trouve qu'on a eu l'occasion de parler avec les Brésiliens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utile pour pouvoir faire un soutien ciblé par secteur d'entreprise. Voilà, vous aussi peut-être, c'est ça. Oui. En Italie, ça devait être assez précieux d'avoir cette... D'ailleurs, les aides d'État sont venues automatiquement sur les chiffres d'affaires qui étaient déjà enregistrés donc, par rapport au même mois du 2019, sur les mois du 2020. Et le calcul a été fait automatiquement. Donc, on a eu le droit aux 20% de la réduction du chiffre d'affaires. Et c'était très vite le calcul fait. Et il n'y avait pas de fraude. Et c'était très facile, ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est quelque chose qui permettrait à l'administration de réagir de façon plus rapide et de pouvoir justement aider véritablement les secteurs qui en ont le plus besoin. L'article, on en a peut-être déjà parlé. Donc en effet, la méthode de travail. Donc on a travaillé vraiment en concertation proche avec
avec les représentants des entreprises, avec les experts comptables aussi, qu'on a eu l'occasion de voir plusieurs fois, les éditeurs de logiciels, les représentants des avocats, des représentants du secteur bancaire, de l'assurance. On a eu 3 grandes vagues en fait, de consultations en début d'année, au printemps, et là cet été, avec une ultime consultation écrite, avec un peu plus de détails pour partager avec les différents acteurs nos réflexions, pour pouvoir aboutir à des propositions les plus opérationnelles et consensuelles possibles. Donc on attend encore des contributions écrites jusqu'à la fin de la semaine prochaine, et on attend en particulier, mais pas que, évidemment, la contribution des experts comptables, et on serait ravis de pouvoir le lire précisément. Cette étude, donc, comme je vous l'ai dit, c'est fait aussi avec Ernst & Young, mais on a aussi mobilisé l'Inspection générale des finances pour pouvoir ajuster précisément, voir les coûts et les avantages de chacune des options. Donc on a creusé ça avec eux, et on a travaillé évidemment avec l'AIFE qui, de février de cette année à juin de cette année, a mené une expérimentation avec des entreprises qui étaient volontaires pour expérimenter la facturation en B2B. Donc de voir un peu les choses qu'il faudrait éventuellement adapter, les choses qui marchent bien. Voilà, ils ont fait un vrai bilan qui est plutôt positif. Alors il y avait une centaine d'entreprises de toute taille qui ont participé. Après, compte tenu du Covid, voilà, le nombre hélas, de facturation n'a pas été énorme, enfin pas autant, on va dire, pas autant qu'attendu, mais voilà, on a quand même un échantillon suffisamment vaste pour en tirer des conclusions qui seraient utiles pour la suite. Et donc le rapport sera remis au Parlement d'ici la fin septembre, quand on aura terminé les consultations. Alors, en ce qui concerne donc, les solutions envisagées, donc, comme je l'ai dit, il y a des modèles purs et il y a des modèles mixtes. Donc on s'oriente plutôt sur un modèle mixte. Donc déjà, quand on lit l'article 153 qui a été cité tout à l'heure, on voit clairement qu'on a un socle incontournable de facturation électronique. Il y a bien écrit au début de l'article que les factures des transactions entre assujettis à la TVA sont émises sous forme électronique. Donc ça, déjà, c'est très clair. Donc on s'oriente déjà sur ce premier socle. Pour répondre évidemment à cet article et aux 4 objectifs que je vous ai indiqués tout à l'heure, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont déjà avec des ERP, un certain nombre de choses qui sont déjà passées à la facturation électronique, et aussi parce qu'on est on va dire, il y a une réflexion, il y a un plan d'action qui a été énoncé par la Commission européenne en mi-juillet dernier, qui annonce aussi qu'on s'oriente comme ça sur ce modèle-là. Donc, en revanche, on envisage aussi de le compléter par une couche de e-reporting pour pouvoir justement à terme pouvoir faire ce pré-remplissage, comme je vous parlais des données de paiement, ça on ne peut pas l'avoir sur la facture ipso facto, et pour aussi des luttes contre la fraude. Donc ça, on pourra être amené aussi à rajouter quelques éléments, mais via ce e-reporting. Donc, à l'inverse, du coup, sur l'autre slide, à l'inverse, donc on ne pense pas prendre juste le modèle de e-reporting. Bon, on pourrait réécrire la loi dans l'absolu, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des avantages aussi pour les entreprises et l'ensemble des acteurs, que ce soit gagnant-gagnant, et on pense que c'est plutôt la facturation électronique qui le permet, plutôt que le e-reporting qui finalement fait que il n'y a pas tous ces gains qu'on a vus tout à l'heure avec Francesco, que je vous ai évoqués, et on s'est dit que c'était quelque chose qui était plus gagnant-gagnant plutôt que les reporting qui était finalement, on va dire, un fait de plus, pour simplifier. Alors concrètement, on est en train de réfléchir à 2 types d'architecture. Alors un schéma en V qui s'inspire plutôt du schéma italien, où il y a une coexistence de plateformes privées et d'une plateforme publique. Et la plateforme publique, c'est toutes les factures transitent obligatoirement par cette plateforme. Donc c'est véritablement le nodal, c'est-à-dire que même entre le client, entre l'émetteur et le récepteur, il passe forcément par la plateforme publique pour pouvoir se transmettre les données. Et cette plateforme extrait les données et les donne à l'administration fiscale. Quelle serait la valeur ajoutée alors d'une plateforme privée ? La plateforme privée, elle pourrait, par exemple, pour les petites entreprises, elle pourrait récupérer, on va dire, un PDF et le mettre en format structuré, par exemple, en Facturix, en XML, pour pouvoir après facilement rematérialiser les factures électroniques. Voilà, elle peut apporter d'autres valeurs ajoutées. Mais en fait, il n'y aurait pas nécessairement besoin d'une plateforme privée. L'État pourrait... Mais dans ce contexte-là, je parle sous le contrôle de Francesco, mais non,
dans ce contexte-là, on peut dire que les plus petites pourraient juste passer par la plateforme publique, comme c'est le cas là, actuellement pour le B2G, pour les petites entreprises qui travaillent avec la sphère publique. C'est Chorus, c'est ça Voilà, avec Chorus Pro, il y a les petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont au moins de 2000 factures par an, elles passent directement par le portail de Chorus Pro. Et donc là, en effet, elles n'ont pas besoin, on va dire au cas par cas, mais dès qu'on est déjà sur un volume de factures relativement important, tout mettre à la main dans le portail, je pense que ça peut quand même être intéressant, soit de s'équiper en interne, soit de passer par une plateforme privée qui puisse aider à gérer l'ensemble des factures. Deuxième schéma, donc c'est le schéma en Y, qui a été pris par d'autres pays, en particulier le Mexique. Donc là, on a toujours des plateformes privées et une plateforme publique. En revanche, toutes les factures ne passeraient pas par la plateforme publique, elles resteraient par des plateformes privées. Mais dans ces cas-là, on souhaiterait que les plateformes privées soient certifiées pour qu'elles aient le même degré, on va dire, de sécurité qu'une plateforme publique, donc qui respectent en gros le même cahier des charges que la plateforme publique, qui permettent l'authenticité, la lisibilité et l'intégrité de toutes les données. Et voilà, c'est vraiment la grande différence, sachant que la plateforme publique resterait toujours l'interlocuteur unique de l'administration fiscale pour lui transmettre soit les factures, parce qu'il y a une variante, soit les factures, soit les données, pour pouvoir s'occuper de tous les objectifs qu'elle doit remplir. Alors à ce stade, encore une fois, voilà, le rapport il est en cours de rédaction. On attend encore un certain nombre un bon nombre de consultations, donc de contributions. Donc on est encore en réflexion, mais pour le moment, on s'oriente plutôt sur le maintien des formats existants dans un premier temps pour limiter les coûts d'entrée dans la réforme. Sachant quand même que l'objectif, c'est de définir quand même une trajectoire pour essayer d'avoir quand même une sorte de format unique, ou en tout cas un format structuré ou mixte, qui permette justement aussi d'avoir des gains d'échelle, parce que si on continue tous à avoir parce qu'il y a beaucoup de formats qui existent, donc s'il y en a beaucoup qui coexistent, on va dire dans un premier temps, ça s'explique tout à fait, mais de façon rationnelle, c'est bien qu'à un moment ou à un autre, progressivement, on rentre tous dans une sorte de format, en cas qui permet plus facilement l'interopérabilité. Je vais y arriver. Mais ça, c'est pas un problème très compliqué pour l'émission fiscale. Enfin, par exemple, le grand livre, vous avez fait un FEC, vous avez défini les critères et hop, c'est réglé. Maintenant, tout le monde a un FEC. Donc demain, vous pouvez très bien déterminer sur les critères qu'une facture électronique doit... Oui, mais là, pour faciliter l'entrée en vigueur, en particulier, on pense aux petites entreprises qui sont plutôt encore au PDF. Voilà, on se dit il faut s'équiper, etc. On se dit dans un premier temps, le temps de l'acculturation. Voilà, mais c'est vrai que l'objectif, ce qui serait le plus logique, c'est de rentrer après dans des... Parce qu'en Italie, les entreprises se sont équipées, elles ont dû acheter un logiciel. Combien ça coûtait en Italie pour une petite boîte ? Ça dépend un peu de la taille de l'entreprise. On va dire qu'un bon logiciel, il coûte entre les 10 et les 15 euros par mois. Dans le cloud Dans le cloud, en fait. En offline. D'accord, donc il faut acheter un ordinateur minimum et après payer un abonnement à 10-15 euros par mois pour avoir le... Après, la majorité, ils sont en ligne, comme ils sont en cloud, en système pour aider à pouvoir faire les factures même par le portable. Mais le coût, il est à peu près ça. Le grand maximum, c'est 300 euros par an, on va dire. D'accord. Parce qu'après, ils ne sont pas compétitifs autrement, parce que c'est trop cher pour les petites entreprises. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'y passer. Non, il n'y a pas vraiment le choix. Voilà, nous, on fait le choix de pas... C'est pas un Big Bang... C'est que le B2B, parce que là, c'est B2B et le B2C. Nous, pour le moment, c'est que le B2B. Et c'est de façon progressive. Ça va se faire... Donc voilà, et là, il y a un petit rappel des 3 formats. Mais bon, vous les connaissez, j'imagine, tous. Donc voilà, notre idée, c'est vraiment de préserver l'écosystème existant, sachant qu'il y a quand même un certain nombre... d'opérateurs, c'est pour faire un peu le lien avec le prochain intervenant, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de prestataires privés qui sont très intéressés par ce nouveau marché. Donc voilà, l'idée c'est de permettre aux nouveaux entrants ou à ceux qui sont déjà dans la place, qui ont déjà mis en place des plateformes pour pouvoir justement résoudre un certain nombre de problèmes des entreprises, de pouvoir continuer à opérer et de ne pas tuer les marchés qui sont en cours de développement. Et voilà.
Et sachant que, comme je vous l'ai rappelé déjà tout à l'heure, voilà, pour les entreprises qui ne sont pas encore équipées de projets logiciels, elles pourraient passer directement par la plateforme publique. Mais voilà, il y aura moins de services naturellement qu'une plateforme privée. Et voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une mise en place progressive, pédagogique, avec le temps, un peu comme pour le PASS, il y aura des tutoriels, il y aura des supports, enfin, il y aura beaucoup de choses pour accompagner véritablement les assujettis, et puis vous aussi, pour pouvoir conseiller vos clients, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. C'est très clair. Mais donc, l'un des objectifs clairement affichés, c'est 15 milliards d'euros de fraude de TVA à éliminer à terme. Ah bah, ce serait parfait, oui. C'est l'objectif. C'est là-dessus que vous allez être mesuré en termes de performance. Et pas que, parce que vous voyez, il y a 4 objectifs. C'est un de nos objectifs. D'accord. Non, mais ce serait bien. Il est bien chiffré, celui-là. Oui. D'accord. Pierre, ça t'ouvre des opportunités, ce passage à la facture électronique. Et explique déjà un peu ce que c'est que l'IBO, ce que tu fais. Donc l'IBO, c'est une solution qui est disponible dans le cloud, comme toutes les solutions qu'on voit apparaître aujourd'hui, qui est destinée aux TPE et aux PME, donc concrètement aux dirigeants et aux directeurs financiers, et qui va leur permettre en fait de centraliser toutes les factures qu'ils reçoivent de leurs fournisseurs, d'en extraire les données pour qu'elles soient rangées de manière normée, facile à traiter, pour pouvoir échanger en équipe, pour savoir si la facture que le fournisseur a envoyée doit bien être reçue. Donc on va pouvoir demander à la personne qui a contracté par exemple la prestation au sein de l'entreprise si la marchandise par exemple qu'on avait commandée est bien arrivée, qui va permettre de demander aussi au trésorier par exemple si on a l'argent disponible sur le compte bancaire pour régler ce fournisseur. Donc qui va permettre ainsi par un système d'approbation d'émettre un bon à payer digital. Et une fois que ce bon à payer digital est émis, l'IBO va permettre aux dirigeants de régler la facture sans même avoir à se connecter à sa ou ses comptes bancaires. Donc depuis l'interface, une fois que le bon à payer est validé, en fait, on peut payer la facture. Et concrètement, comment ça fonctionne ? L'IBO fait partie du réseau SEPA, qui est le réseau de paiement européen, et s'interface avec l'ensemble des banques pour émettre des paiements à distance. Voilà. Et donc, quand on parle de passer le coût de la facture, de son traitement, qui aujourd'hui de 7 à 15 euros, parfois on voit des études qui vont jusqu'à 22, 25 euros même de coût de traitement par facture. Pour faire passer ce coût à 1 euro, je pense qu'il y a besoin de s'équiper et effectivement de transformer les processus qui sont aujourd'hui en format papier en version digitale. Et donc c'est exactement ce qu'on fait côté l'IBO. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair, si ça permet de comprendre. Mais en gros, c'est ce qu'on fait. Donc, ce que je peux exprimer, c'est le point de vue du dirigeant. Dont le destin est clairement lié à celui de son expert comptable et l'administration. Le dirigeant d'entreprise, puisque c'est tout de même elle qui émet des factures au quotidien, l'oublions pas, puisque c'est elle qui doit vendre des services, qui doit vendre des produits. Et pour l'avoir constaté en tant que dirigeant aujourd'hui, la perte de temps que le traitement engendre sur la création de valeur, on va dire, d'une entreprise est absolument énorme. Le coût en plus caché, bien sûr, des délais de paiement représente une autre manne de manque de création de valeur, de création d'emplois pour la France et l'Europe. Et donc je pense qu'effectivement, le digital va gommer énormément d'aspérité aujourd'hui sur ce processus-là. Mais je pense en revanche, ça ne se fera pas, comme on le disait, je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et ça va se faire aussi grâce à la mise en place de processus digitaux adaptés et à leur évolution avec le temps. Je pense qu'il faudra quelques années. Il n'y a pas ces processus de gestion électronique, on va dire, aux États-Unis, c'est un peu différent. En revanche, il y a déjà des outils beaucoup plus digitaux pour gérer ça. Et on voit l'impact sur le temps de traitement et le temps que ça libère pour les entreprises. C'est vrai que c'est absolument faramineux. Donc je pense que côté entreprise, ça représente une très grande opportunité. Et cette opportunité, je pense qu'elle est avant tout sociétale parce que je pense que les entreprises sont freinées en fait, aujourd'hui par ça. Oui, parce qu'en fait, dès qu'une entreprise a un peu de factures d'achat, aujourd'hui, tout le traitement, c'est manuel, avec des parapheurs, des délais. Enfin bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution, à part la tienne, qui permet effectivement... C'est ça la réponse que tu souhaitais apporter, en fait. En fait, il y a beaucoup de solutions de dématérialisation des factures, ce qui est génial, mais c'est vrai que c'est à côté qu'on doit traiter en fait sa gestion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le dire, on a plein d'outils qui dématérialisent très bien, mais c'est vrai que ça a d'abord été en vue de gagner du temps sur la saisie comptable. Je pense que en fait, pour moi, l'adoption de la technologie se fait toujours en plusieurs phases. Je vais faire un parallèle, mais quand les fichiers Excel sont apparus, tout de suite, il y a eu beaucoup plus de complexité dans la gestion
financière, parce qu'on a voulu aller plus loin. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait réduit le temps de traitement, en fait, dans un premier temps. Et là, je pense qu'on va rentrer dans la même phase pour la facture électronique, c'est que le PDF, c'est évidemment, ou Facture X, c'est évidemment un gain de temps pour l'envoi. Donc on a gagné du temps là-dessus. En revanche, pour le temps de traitement, il faut mettre de nouveaux process en place. Et il ne suffit pas juste d'adapter des process qui existent aujourd'hui, de faire un copier-coller en fait, en version digitale, ça ne fonctionne pas. Et donc, effectivement, je pense que ça va se faire petit à petit. Ouais, donc toi, tu dis on va d'abord perdre un peu de temps à mettre en place tous ces machins, mais après on en gagnera beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que je pense que là, on est dans cette phase où on va hériter de nouveaux formats. Donc la première question, c'est comment on les gère. Et puis une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on pourra mettre en place des workflows. C'est comme l'adaptation des entreprises qui doivent aujourd'hui se mettre en télétravail. On voit qu'on ne peut plus fonctionner pareil en fait. On ne peut pas faire une transposition directe. Il y a une adaptation à faire et le digital nécessite un petit peu d'adaptation. Donc, en tant qu'entrepreneur, la facturation électronique, c'est de la simplicité, de la souplesse, c'est évidemment positif. Bah oui, c'est-à-dire que si on réfléchit uniquement, si on sort les coûts de paiement, qu'on rajoute, c'est les délais de paiement. Aujourd'hui, le BFR moyen d'entreprise, c'est quoi? C'est entre 30 et 45 jours. Donc à l'échelle d'une année, ça veut dire qu'en fait, une entreprise, si elle avait des délais de paiement mieux gérés ou une meilleure vision sur ses chiffres, pourrait peut-être financer ce delta de 30-45 jours en permanence. Et donc avoir en permanence cet argent à investir pour développer son outil de production, pour développer de nouveaux produits, pour embaucher des équipes, pour de la R&D ou pour de la distribution. Et donc, je pense que le digital, en fait, va permettre une bien meilleure gestion, donc un gain de temps, ça c'est sûr, mais va aussi permettre une meilleure vision sur les flux financiers, notamment sur le BFR. Et je pense que ce BFR, demain, il sera financé. Et donc, je pense que ça va créer une accélération, en tout cas une amélioration de notre économie. Alors après, c'est dans un contexte global. Donc, en fait, si on n'est pas les premiers à le faire, on sera dépassé par d'autres qui le feront. Ça va pas créer, ça va aussi créer de la concurrence. Mais de toute façon, c'est une marche forcée que les entreprises sont obligées de mettre en place parce que le digital, c'est un atout ou au contraire une lacune si on ne le met pas en place, quoi. Et indirectement, une économie en termes de coûts de gestion, de coûts administratifs. Alors je pense que cette économie, elle est à relativiser parce qu'on va faire disparaître des tâches et des postes qu'on va remplacer par des tâches en fait, moins volumiques mais plus qualitatives. Et donc on va remplacer tout bêtement, par exemple, si on prend le cas de la saisie par une analyse. Donc je pense qu'on va peut-être remplacer des gens qui font de la saisie par des analystes, des gens qui supervisent de la data. Donc il y aura une économie, mais je pense qu'elle est paradoxalement pas principalement sur le coût de traitement. En fait, je pense qu'elle est aussi surtout sur la visibilité que ça va engendrer et la capacité pour les entreprises de gagner du temps sur ce délai de vision, en fait. Cette gestion entre le moment où c'est émis et le moment où c'est vraiment analysé, traité. Je pense que ce gain de temps, cette visibilité va produire en fait beaucoup plus va débloquer beaucoup plus de choses, je pense, que le coût de traitement qui existera toujours d'une manière ou d'une autre. On ne va pas payer les factures en automatique. Il y aura toujours un contrôle qui sera exercé. Bien sûr. Virginie, tu penses que ça va être une bonne chose ou une bonne nouvelle pour les experts comptables? On va gagner du temps ou c'est quoi les risques avant de voir les opportunités? On va faire un petit swap. Ah oui, on le fait comme ça. Vas-y. Moi, je suis déjà ravie qu'on ait ce débat. Ouais. Parce qu'il me tient vraiment à cœur et je trouve que la facture électronique, on l'a traité depuis longtemps à l'ordre des experts comptables comme un problème technique avec une vision technique. Et en fait, il y a, je pense, un bouleversement qui arrive vers nous dans l'organisation de nos métiers. Et savoir si les factures vont arriver en PDF ou en format X, j'ai envie de dire, c'est anecdotique. Donc, tu voulais que je commence par quoi? Les risques? Les risques, voilà. Les risques. J'ai parlé de bouleversement. Je suis à la tête d'un cabinet d'une quinzaine de collaborateurs et ça fait à peu près 2 ans que je leur dis lorsque vous avez fait la TVA, c'est pas la fin de votre process, c'est le début. Et il est là notre risque. C'est que demain, après-demain, enfin dans les 5 ou 10 prochaines années, on a tous compris qu'on ne ferait plus beaucoup les déclarations de TVA.
si on ne fait plus les déclarations de TVA, que vont faire nos collaborateurs? Donc on a 5 ou 10 ans pour changer leur logiciel, changer leur ADN, parce qu'aujourd'hui, nos collaborateurs, et nos collaborateurs, c'est nous qui les avons formés, donc nous, experts comptables, nous avons demandé à ce que la saisie soit faite pour faire la TVA et pour faire l'alias fiscal. L'alias fiscal, on ne l'a pas abordé, mais juste 2 mots. On peut imaginer que dans quelques années, elle n'existera plus, qu'on enverra des FEC mensuels, et donc ce ne sera plus un objectif. Donc, que vont faire nos collaborateurs s'ils ne font plus de TVA et s'ils ne font plus de liasse fiscale? C'est un énorme problème, et c'est ça que je vois comme risque, c'est que nous, experts comptables, nous ne l'ayons pas vu venir. Donc, dès aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir conscience de cette évolution, et j'ai envie de dire de cette passionnante évolution, mais qui va bouleverser notre métier. On ne fera plus le même métier dans 5 ou 10 ans, nous, experts comptables, et nos collaborateurs. Donc, le risque, c'est la casse sociale, c'est c'est comment nous allons gérer, nous, experts comptables, cette transition, et avec quels collaborateurs demain. Ça tombe bien, c'est le sujet d'un atelier animé par Philippe Barry. Oui, effectivement, c'est l'étude qui a été faite par Les Moulins, qui est un think tank cofinancé par le Conseil supérieur et l'Ordre des experts comptables de Paris. On s'est associé dans cette opération pour faire réaliser cette étude sur les métiers de demain et quels sont les risques et les opportunités et quels sont les profils des collaborateurs qu'il faut qu'on recrute et comment on peut... Là, le risque, effectivement, c'est une automatisation à outrance des process comptables qui fait que la raison pour laquelle les clients viennent nous voir, elle sera moins prégnante. C'est ça le vrai sujet. J'ai envie de dire, les clients viennent nous voir aujourd'hui, souvent ils ont besoin de conseils. Et comme on n'a pas le temps, on ne fait que de leur donner de la TVA et de la liasse fiscale parce que les process étaient compliqués. Moi, mes collaborateurs, et puis certainement les vôtres, une fois avoir envoyé la liste d'attente des factures manquantes, ils sont épuisés et ils font péniblement la TVA et ils s'arrêtent là. Donc, moi, j'ai plutôt envie de passer... Ils remplissent l'obligation légale. Voilà, ils remplissent l'obligation légale. Parfois, au dernier moment, la deadline pour la TVA, parce qu'on attend encore les dernières factures. Je pense que c'est l'organisation de n'importe quel cabinet aujourd'hui. Et nos collaborateurs sont programmés comme ça, à attendre bien les factures pour bien faire une TVA nickel. Donc, comment on fait demain et qu'est-ce que vont faire ces collaborateurs-là lorsqu'en fait, notre mission de saisie, Pierre l'a dit, on remplace la saisie par de l'analyse. Donc, nos collaborateurs aujourd'hui, évidemment qu'on en a qui font de l'analyse, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas tous bien faire. Donc, il faut absolument qu'on les forme. Alors, évidemment, ça ne va pas arriver demain. Évidemment, on va avoir des problèmes techniques, technologiques, on va avoir des problèmes d'outils, on va en baver. Dans la transition numérique des cabinets qu'on a tous bien commencé, et on l'a vu là avec cette période du Covid, on était quand même très présents, magnifiquement présents à côté des entreprises, parce qu'on avait déjà tous bien des process dématérialisés. Donc la dématérialisation, ce n'est pas une nouveauté. Les banques sur EBIX, ça c'est fait. Les factures de vente, souvent les intègre dans nos cabinets, soit par des tableurs Excel, soit en étant connectés au logiciel du client. Qu'est-ce qu'on a dématérialisé? Les OD de salaire, on ne les saisit plus également.
j'ai envie de dire, il restait le problème de la facture qui était un lourd process, la facture. Parce qu'il y a quelques années, on a demandé à nos clients de scanner, c'était mal scanné, on ne savait pas comment les prendre. On s'est tous rendu compte que c'était là qu'on avait le moins de gains de productivité dans les cabinets sur le process d'acquisition des factures, parce qu'il y avait plusieurs tuyaux, parce que soit le client nous mettait ça dans une box, mais il nous scannait 3 fois la même chose, et puis un bon de commande. Donc, le process d'acquisition des données sur la facture, c'était le plus compliqué pour nous et on a perdu pas mal de temps. Alors, on a essayé. C'est-à-dire qu'il y a même pas mal de cabinets qui ont délocalisé dans des pays à Madagascar, Maroc, la saisie des factures. Tout à fait. Voilà, ils vont avoir. Donc, on a cherché des outils de localisation, c'était pas trop mal, et puis finalement, beaucoup en sont revenus. On essaye des outils, on se rend compte à un moment donné que l'outil est pas compatible avec notre logiciel métier. Donc, concrètement, la facture électronique aujourd'hui, en fait, cette acquisition de données, elle est compliquée dans notre cabinet et elle n'est pas forcément satisfaisante et on n'a pas eu tous les gains de productivité qu'on devait avoir. Là, j'ai envie de dire youpi. Oui, mais il va falloir qu'on transforme nos collaborateurs, non plus en comptables, mais en intégrateurs de data, en vérité. Mais tout à fait. Le collaborateur, qu'est-ce qu'on va lui donner, qu'est-ce qu'on va lui faire faire, comment on va le transformer. Alors, je ne sais pas si on va en parler pendant le débat, mais si j'ai bien compris, donc en Italie, et puis j'ai eu des clients qui ont travaillé avec l'Italie aussi, et qui se sont servis de leur expert comptable, en fait, pour faire les factures et les mettre sur la plateforme. Donc, l'expert comptable s'est trouvé un nouveau rôle. Mais si j'ai bien compris aussi, en Italie, on n'est pas organisé pareil, c'est-à-dire que souvent, les experts comptables ont très peu de collaborateurs. Alors, la moyenne des cabinets italiens sont plus petits par rapport à ceux français, ça on l'avait déjà vu quand on s'était rencontrés avant, mais l'organisation, elle est pareille. Là, ce qui change, c'est les chiffres d'affaires, je crois, de ce point de vue. C'est parce qu'on a beaucoup moins de clients, on est beaucoup plus nombreux déjà en Italie, les experts comptables. Vous êtes combien en Italie? Aujourd'hui, on est 37 000. Ah, c'est bien. On est 21 000. Bon, vous êtes plus gros. Donc on est un peu plus nombreux. Et c'est vrai donc que le cabinet moyen est plus petit, on a moins de collaborateurs, ça c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique c'est ce que j'étais en train de penser en écoutant. J'ai tout le temps pensé que notre travail n'a jamais été de contrôler les fiches de la TVA et contrôler si l'euro sur la facture était correctement imputé ou moins. Ce qui est bien, c'est que maintenant, comme on disait avant, nous on appuie les 3 boutons. On a les données pour faire notre vrai travail. Donc, analyser les index du ballon, aider le client à faire vraiment une différence par rapport à toutes les données qu'on a amenées avec la facture, avec tous les autres chiffres qu'on amène donc sur le ballon. C'est un travail qui est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus intéressant pour le client, on donne beaucoup plus de valeur adjointe au client. Parce que je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais en Italie, ça a commencé à devenir une obligation l'expert comptable. Donc c'était quelque chose, une dépense qu'on mettait parce que c'était obligatoire d'avoir quelqu'un qui faisait la fiche de la TVA, mais ça ne donnait pas vraiment de valeur adjointe à l'entreprise. Alors que notre travail, je pense, doit être de donner de la valeur là où on peut donner notre expertise. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu es en train d'essayer de me dire, c'est qu'il y a quand même des clients qui pourraient se passer d'expert comptable, ce qu'ils ne pouvaient pas faire il y a quelques années. Non, ça absolument pas. Je pense qu'ils ont encore plus besoin de nous, dans le changement. Après, peut-être que quand le changement va être fini, parce que, c'est ce qu'on disait avant, c'est vrai qu'ils ont besoin, tous les jours, ils appellent au cabinet pour ce qu'ils n'ont pas réussi à faire une facture ou la facture n'est pas bien partie. Donc sur le changement, on doit être là avec le client pour les amener et les aider donc, à bien réussir à finaliser, on va dire, le changement donc, de système, de logiciel et apprendre aux propres dépendants comme travailler. Parce que nous, on a fait comme cabinet, on a fait beaucoup de formations pour les entreprises. Oui. On a fait différents cours en ligne et pas en ligne pour les clients. Donc ça c'est déjà une première activité qu'on a fait. Mais là, tu es dans la phase de transition. Donc dans la transition, voilà. Ça génère beaucoup plus de travail puisqu'il faut accompagner la mise en place. Et à la fin de la transition, la figure de l'expert comptable est changée.
Donc on n'est plus ceux qui faisaient que la TVA, mais on a beaucoup plus de temps, comme vous disiez avant, à dédier à faire toutes les activités qui ont plus de valeur adjointe pour le client. Et donc je trouve que si le client comprend la valeur du vrai expert comptable, on va dire, et de ce qu'il peut amener, c'est vraiment, avec cette transition, on peut vraiment donner notre valeur en plus. Donc je crois que c'est vraiment que le vrai point, c'est comme on change les collaborateurs dans le cabinet, ça on l'a affronté aussi. C'est pas si facile de ça, de amener un collaborateur qui faisait que la facture et le chiffre de la TVA à faire un peu plus d'analyse et c'est un peu plus subtil peut-être. Mais on arrive à faire, avec un peu de temps, on arrive à imposter un peu le cabinet de façon qu'ils arrivent à faire des analyses de données et à nous donner des chiffres avec lesquels on peut travailler pour le client. Oui, parce que là, tu n'as plus de saisie, en fait. Avant, tu avais des collaborateurs qui faisaient de la saisie comptable. Voilà. Que ça en a fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins de saisie et beaucoup plus d'analyse, comme disait justement Pierre avant. Ils doivent comprendre un peu moins, il faut moins lire sur la facture ce que c'était pas, il faut plus comprendre comme les chiffres de certains achats peuvent changer sur l'entreprise plutôt que analyser vraiment les index de balance par rapport à certains achats ou certaines autres opérations. Donc il y a quoi, une recrudescence de chômeurs comptables en Italie? Non, pas vraiment. Sur les cabinets, ça n'a pas changé. Comme on disait avant, comme on est des cabinets en moyen plus petits, on n'a pas changé la façon d'être du cabinet. Ça a changé simplement le temps qu'on dédie à certaines activités. On a libéré plus de temps sur l'activité manuelle, donc de imputation des données, et on a gagné beaucoup plus de temps pour faire du vrai consulting, de la consulence aux clients. Ça, c'est le vrai changement, il était là. Et au niveau de l'administration fiscale, au-delà de la lutte contre la fraude fiscale, il y a un objectif, je l'ai plus en tête, d'améliorer la performance des entreprises par une réduction de leurs coûts administratifs ou... Oui, tout à fait. C'est la compétitivité des entreprises, oui, tout à fait. Ça fait partie des 4 objectifs, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, qu'on ne poursuit pas que la lutte contre la fraude. C'est un point important, mais c'est un point parmi les 4 qu'on a en tête, et en particulier aussi d'améliorer la compétitivité des entreprises. Oui, par une réduction des coûts administratifs. Voilà, exactement. Merci, Mickaël. C'est ça. Voilà, tout à fait. Compétitivité des entreprises. Et ça, vous savez le mesurer ou pas? On a des exemples de la performance qu'on pourrait aller chercher? Alors, on a là, justement, dans le rapport, on a des études. En fait, le problème qu'on a, c'est en fait, souvent, les entreprises ne savent pas exactement combien ça leur coûte. Oh, oui, c'est ça, le système actuel, en fait. On s'est un peu heurté. En particulier, on a missionné l'IGF sur le sujet parce qu'on manquait, en fait, de données. Et alors, oui, on a des projections un peu... pour la suite, mais on essaie justement au maximum de voir avec nos homologues, ceux qui sont partis avant nous, pour avoir le plus de données. Mais c'est vrai c'est pas toujours évident pour une entreprise de savoir combien exactement ça lui coûte son service facturier. C'est mélangé, en fait, c'est difficile. Voilà, c'est mélangé. C'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'on a missionné vraiment l'IGF sur ce sujet. Il y a évidemment des passages dans le rapport qui s'y rapportent, oui. Et ça, tu as des chiffres, Pierre? Tu parlais de 20 € ou 25 € de la facture? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs études. En fait, ça dépend déjà dans le coût de traitement si on prend l'entreprise ou si on prend tous les parties qui sont autour de la facture. Donc le coût de bout en bout, il est estimé entre 7 et 22 €. Et ça dépend en fait ce qu'on regarde, ça dépend si on est sur des processus qui sont anciens ou déjà modernisés. Mais je pense que c'est une première estimation, c'est difficile d'avoir quelque chose de précis, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont derrière ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que je pense que le coût implicite du manque de vision, du manque d'analyse, il est bien supérieur à ces 15-22 € en fait. La matière première qui est la facture, qui représente 95%, puisque le reste sont des bulletins de salaire et du déclaratif fiscal. La matière première d'un bilan ou d'un compte de résultat, c'est avant tout des factures. Donc c'est vraiment la matière première de la gestion en fait. Et donc si ça prend du temps à être saisi puis analysé, en fait cette information le jour où elle arrive, c'est comme si on lisait le journal 3 mois après, quoi. Ça a quand même beaucoup moins d'intérêt. Donc je pense que c'est là à mon avis qu'il y a le coût le plus important, et ça aujourd'hui il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de manière tangible de l'analyser. En revanche, j'aimerais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur
sur l'utilité de l'expert comptable. Je vais prendre l'exemple très concret de l'IBO, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on propose avec l'IBO, c'est que les experts comptables, bien sûr, puissent gratuitement récupérer les factures de leurs clients dans l'IBO. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas utiliser l'IBO pour dématérialiser et envoyer les factures, ils vont l'utiliser pour faire leur propre gestion. Donc du coup, ce n'est pas une tâche en plus dans la vie du dirigeant, ça fait partie de son quotidien. Donc déjà, il y a un gain de temps là-dessus, et donc ça place directement l'expert comptable au sein de la gestion. Et donc c'est une évolution naturelle qu'on connaît depuis très longtemps, mais qui s'accentue, je pense, aujourd'hui paradoxalement. Et on voit qu'il y a énormément de clients qui intègrent carrément l'expert comptable dans leur process de validation. L'expert comptable va donc valider la facture pour qu'elle soit payée par le dirigeant, voire avoir le rôle contraire, payer une facture qui a été préparée par le dirigeant. Et je prends cet exemple concret parce qu'il y a souvent eu des experts comptables qui avaient un carnet de chèques pour régler les factures de leurs clients. Moi, je pense qu'en fait, si on se positionne vraiment côté entreprise, le dirigeant, son boulot, c'est pas de faire de la compta, c'est pas de faire de la finance. S'il est fleuriste, il aime les fleurs, il sait bien les couper. S'il est restaurateur, il sait comment accueillir ses clients, il sait comment préparer des bons plats. Il va se concentrer sur qu'est-ce que je vends, combien ça me coûte. Déjà, s'il sait faire ça, c'est déjà très bien. On ne parle même pas de la complexité qui est sur les bulletins de salaire, parce qu'aujourd'hui, il faut 3 pages pour aligner les trucs. Donc franchement, même moi, je ne comprends pas. Et donc, je pense que personnellement, par exemple, je pense que je fais plutôt partie de la catégorie des dirigeants qui ont un acumen gestion prononcé. Par le passé, mon premier job était chez Price en audit, et après j'ai travaillé en banque d'affaires pendant plusieurs années. Malgré tout, j'ai besoin au quotidien d'appeler mon expert comptable pour poser des questions, alors que je pourrais bien sûr faire ça seul. Mais c'est juste que chacun son métier en fait. Et je pense que le fait d'ajouter cette obligation de facture électronique va accroître déjà le besoin d'expert comptable, parce que on demandait à son expert comptable de préparer le bilan, demain on va lui demander quels outils je mets en place pour ma gestion, on va lui poser des questions sur est-ce que ma facture est bien conçue, comment je fais ci, comment je fais ça. Donc moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir déjà. Et effectivement, il va y avoir une amplification du rôle et de la valeur ajoutée de l'expert comptable, et franchement je pense que c'est quand même mieux, parce que à mon avis, ça va aussi faciliter le recrutement. Aujourd'hui, je pense que le recrutement et la formation sont des enjeux pour les experts comptables, mais c'est aussi naturel. C'est-à-dire que globalement, je pense que ce n'est pas très sexy de dire « venez saisir des factures à la main ». Globalement, personne n'a trop envie de faire ça, et je pense que ça n'a pas beaucoup d'avenir. Donc moi, je pense que ça représente des opportunités énormes, et on a pu voir pendant le Covid que les experts comptables étaient vraiment les docteurs de l'économie, étaient vraiment les docteurs du chiffre. Et voilà, et donc... Il ne faut pas oublier que si on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de création de valeur, du coup on n'a pas d'expert comptable, on n'a pas de TVA, on n'a pas... Voilà. Donc c'est ça, la chaîne fonctionne comme ça. Et je pense que ça, on l'a très bien compris, tout le monde l'a bien compris, les experts comptables ont été extrêmement mobilisés pendant le Covid. Je pense que ça a fait chaud au cœur à beaucoup de dirigeants qui sont quand même sentis seuls. Et donc je pense que ce rôle, il va continuer d'évoluer comme ça, et il y a énormément d'opportunités à saisir, parce que le dirigeant va avoir encore plus besoin en fait, de son expert comptable que par le passé. Donc tu dis la facture électronique, ça va améliorer la trésorerie des entreprises, on va mieux gérer notre BFR, mais ça va aussi permettre à l'expert comptable d'avoir des missions un peu plus élargies d'accompagnement, enfin de DAF externalisé quasiment. En fait, il faut voir que le dirigeant, il a une pression de plus en plus forte pour réussir. Si on prend les métiers du retail, par exemple, les marges sont de plus en plus sous pression. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de professionnalisation de ces métiers. Une concentration aussi, je pense qu'il va y avoir moins de petites entreprises et des entreprises plus structurées. Donc ces entreprises-là, elles ont besoin de professionnaliser leur démarche, mais ce n'est pas leur boulot d'analyser. Et en plus, comme toute entreprise, elles ne vont pas, au contraire d'un conseil, pouvoir voir ce qui se passe ailleurs. Donc elles auront toujours besoin d'être en recherche de bonnes pratiques, de bons processus, de benchmark sur leur performance. Et ça, c'est évidemment quelqu'un d'extérieur à l'entreprise qui le fait. Et voilà, c'est clairement l'expert comptable. Et comme on le disait de toute façon tout à l'heure, hein, le dématérialiser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Ça crée pour moi une barrière de plus en fait, au déclaratif, c'est-à-dire que globalement, aucun dirigeant va aller se mettre là-dessus le faire. Je pense qu'il n'y a aucun dirigeant qui utilise jedéclare.com. C'est vraiment un outil expert comptable. Et je pense que demain, l'interfaçage avec les outils déjà déclaratifs resteront chez l'expert comptable.
Donc en revanche, par contre, le fait que tout ça se digitalise, ça fait que la donnée est plus dans l'entreprise uniquement, elle est disponible partout. Et donc l'ensemble de ces processus vont onboarder naturellement l'expert comptable qui est le conseiller sur toutes les questions de gestion en fait. Et qui va le rester, je pense, encore plus. Mais Virginie, le fait de passer d'une situation où on va voir son expert comptable parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a des obligations légales à remplir, on va voir son expert comptable parce qu'on a besoin de conseils pour améliorer sa gestion. On passe d'une prestation quasi obligatoire à une prestation qu'il va falloir aller vendre. Ça a quand même des conséquences en termes de formation de nos collaborateurs, de recrutement, de positionnement de l'expert comptable, de cabinet, de stratégie. Moi, j'ai envie de te dire, Laurent, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on reçoit des nouveaux clients, ils ne viennent pas nous voir pour nous dire « est-ce que vous faites la TVA et l'alias fiscal ?» Ils viennent nous voir parce qu'ils veulent du conseil, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent des tableaux de bord, ils veulent une analyse de leur marge, ils veulent du conseil en ressources humaines, ils veulent une aide pour leur trésorerie, souvent ils veulent leur BFR, ils veulent leur point mort, et ils viennent nous voir le premier jour pour ça. Parfois, ils viennent même avant d'ouvrir pour avoir des projections sur leur business, savoir si ce serait une bonne idée. Tout à fait. Et quand c'est un créateur, ils viennent pour leur statut social, l'optimisation de leur rémunération. Moi, j'ai jamais eu un client dans mon cabinet qui venait me voir en me demandant « est-ce que vous savez faire la TVA ?» Quoi qu'il en soit, ils nous demandent tout ça et on leur donne de la TVA et de l'alias fiscal par... process de saisie compliqué, lourd, facture électronique qui n'existe pas, collaborateur qui ne sait pas faire et qui ne sait pas répondre. Quand Pierre, là, tu dis, moi j'appelle l'expert comptable et il va me répondre, mais j'espère que tous mes clients ne vont pas demain m'appeler tous les jours, parce que ça va être compliqué pour moi en termes d'organisation. Donc, je ne peux pas répondre à tout. Donc, il faut absolument que mes chefs de mission, mes collaborateurs soient formés. Donc, il faut les former et il faut qu'on se transmute d'un boulot de technicien, en fait, parce que là, on est tous techniciens, à faire du déclaratif en bras droit du chef d'entreprise, en conseiller, en gestion, en accompagnement en RH. En ce moment, on a plein de trucs à faire. Il y a le Covid, le port des masques obligatoires, envoyer des mails d'information à nos clients, masque, pas masque, comment ils s'organisent dans les bureaux. Il y a 3-4 mois, les PGE. Oui, on n'avait pas forcément les pièces. Oui, il fallait faire des prévisionnels. On n'avait aucun chiffre, mais personne n'avait des chiffres de toute manière. Comment on pouvait savoir comment ça allait évoluer dans les 6 prochains mois? On ne savait même pas ce qui allait se passer le lendemain. Mais on les a fait, ces PGE, et on a eu nos clients super contents. Donc en fait, à situation extraordinaire, on est là, on est présent. Donc tu m'as interrogé tout à l'heure sur les risques. Les opportunités, c'est tout ça. Moi, je suis limite super contente. Ça va être compliqué les 5-10 prochaines années. Mais lorsqu'on fait nos études Bac plus 8 ou Bac plus 7, ça dépend des versions, on ne fait pas du tout que de la compta. On apprend du droit, on apprend tout pour accompagner le chef d'entreprise. J'ai envie de dire, on était en sous-régime jusqu'ici et c'était compliqué à cause de ces délais qui tombent tous au même moment, 5 jours pour la TVA, entre le 17, le 23, enfin bref, on le sait tous. Et là, donc, c'est une magnifique opportunité de pouvoir enfin faire notre job d'expert comptable et d'être là, à côté du dirigeant. D'arrêter de faire de la compta. De la quoi? De la compta. Ah, la compta, c'est ça. Ah oui, j'avais oublié le mot, pardon. Okay. Bon, donc voilà l'opportunité. Et Pierre a évoqué l'attractivité. C'est ce que je voulais dire aussi. Moi, j'ai fait des études à la fac et quand j'ai commencé, tout de suite, au bout de Bac plus 5, expert comptable stagiaire, pendant des mois, j'ai saisi des factures. Alors que j'avais appris les fusions, les consolidations, plein de trucs, le droit social, le droit des affaires, la création. On n'est pas à saisir. Et la saisie des factures, et je me suis dit, waouh, Bac plus 5 pour saisir des factures,
Donc ça, c'était il y a bien longtemps. Mais j'imagine que c'est la même chose Oui. pour ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qui arrivent dans nos cabinets. Oui. Et moi, la première, je l'ai fait commencer par la saisie parce que je me dis, c'est ça qui les formate, il faut commencer. Bon. Donc j'ai aussi des progrès à faire. Sinon, c'est toi qui l'as fait, la saisie, si c'est pas... Voilà. Non, alors j'ai bien dématérialisé le process, il y en a de moins en moins, enfin, mais l'attractivité, si demain tous les nouveaux embauchés chez nous font de l'analyse et plus de la saisie, eh bien, on aura peut-être enfin des collaborateurs. Et ça, c'est top pour l'avantage. Donc moi, je suis ravie de cette transformation. Je suis sûre que ça va être compliqué les 5-8 prochaines années parce que il y a le temps et là, Francesco a les mains dans le cambouis et il rêve qu'il n'y ait plus de problèmes techniques et qu'il ne se... C'est bon, c'est passé. C'est passé? Ok, impec. Donc ça a duré 2 ans en fait, 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Bon, ben génial. Ben, moi, j'ai envie de dire, rendez-vous, si ça s'applique en 1er janvier 2023, rendez-vous en 2025-26 pour faire notre job comme on a rêvé de le faire. Merci Julie. Alors, on a laissé un petit quart d'heure pour les questions. On est parfaitement dans le timing. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou pas. Il y a un micro ou pas? Il n'y a pas de micro. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est vous me posez la question et puis moi, je la répéterai pour que les gens qui sont en ligne puissent l'entendre. Ah, voilà, super. Ah, ben voilà. En plus, on a une hôtesse charmante. En termes d'hôtesse, vous voyez, ici, on fait les choses bien parce que c'est la directrice juridique de l'Ordre des experts comptables, Isabelle Faujour, qui joue le rôle d'hôtesse. Merci Isabelle. Elle est en train de désinfecter le micro. Ah, elle désinfecte le micro pour éviter les risques de... Voilà, vous avez le petit chiffon. Voilà. Sur le... Je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Bravo. Ah ben... Alors, il y a une question, je crois qu'il y a un monsieur qui a une question là-bas. J'ai vu une main levée là-bas, aussi là, ici. Voilà, hop. Bonjour à tous. David Actuel, cabinet Bonjour. Emerson. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question par rapport au projet qu'on peut mettre en place chez nos clients, justement aujourd'hui, de dématérialisation, vidéocodage, scanning des factures. Donc avec des outils qui permettent de recevoir des factures papier et de vidéocoder l'ensemble des caractères pour automatiser cette saisie dans les systèmes comptables. Est-ce que ce type de projet qu'on met en place chez nos clients, est-ce qu'ils ont un intérêt dans les mois qui viennent ou est-ce que finalement ça passe aux oubliettes, le vidéocodage, puisque la facture électronique va arriver très prochainement? Oui, vas-y. C'est ce que disait tout à l'heure Alexandra, c'est qu'on ne passe pas déjà à facture X tout de suite, donc il y aura encore des factures à lire en PDF. Voilà. Non, mais allez-y. Bah oui, c'est ça. Dans un premier temps, il y a le maintien des formats existants, mais ça n'a pas vocation à perdurer sur le long terme, puisqu'on voudrait essayer d'aller sur des standards plus... des formats structurés ou des formats mixtes. Ça dépend du coût de l'investissement pour une durée de 3-4 ans peut-être. Parce qu'en fait, c'est des factures papier avec alors vidéocodage, c'est des OCR, c'est ça? C'est-à-dire que la facture papier n'est pas structurée comme un format XPDF par exemple, elle est simplement un papier qu'on va scanner et c'est l'outil de scanning qui va repérer l'ensemble des champs et il va structurer l'information justement. Ah, c'est ça, avec un OCR. Oui, alors avec un OCR, c'est ce que vont faire les plateformes. Donc si, ça par contre, puisque je sais ce que je disais tout à l'heure avec le PDF des petites entreprises, l'idée c'est justement de passer du PDF à un format structuré qui pourrait être transmis à la plateforme publique. Donc oui, ça avec OCR, moi je n'avais pas compris le vidéocodage, je ne connaissais pas ce terme. Voilà, si, mais bon, dans un premier temps, ça sera comme ça, oui, tout à fait. Voilà, ça existe depuis quelques années déjà. Tout à fait. À mon avis, si vous l'avez mis en place, il ne faut pas l'arrêter maintenant. Par contre, c'est certain que se lancer aujourd'hui dans un projet comme celui-ci, alors que d'ici 2-3 ans, il y a la facture électronique, c'est peut-être pas très opportun. Voilà. Exactement.
Alors, Tout à fait. Par voilà, contre, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques erreurs parfois. Il fallait quand même une intervention humaine. Oui, c'est ça marche. Voilà, c'est pas 100%, donc c'est pour ça que... Voilà, il faut une intervention humaine pour vérifier qu'il y a bien de la bande trans. Voilà, ce que dit monsieur qui est de la DGFiP, c'est qu'il existe en fait ce système sur Chorus qui transforme les factures PDF avec ce système de scan d'OCR en un format interprétable par l'administration fiscale. Voilà. Le vidéocodage va tout le temps servir pour les factures étrangères, par exemple. Parce qu'en Union et Italie, on l'utilise pour ça. Parce que ça, elles ne vont pas être électroniques dans le même format. Donc, elles vont arriver en PDF et ça va tout le temps servir. Donc, pourquoi pas? Tout à fait, puisque nous, c'est domestique. Il y avait une autre question, je crois. Là, le monsieur en rouge. Bonjour, Laurent Martinez, confrère. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les facturations intracommunautaires et export, avec éventuellement soit un processus de facture X, soit par une saisie en UEFI directement sur un logiciel? Cela nous permettra-t-il de nous débarrasser de la déclaration d'échange de biens, de la déclaration européenne de services, et peut-être éventuellement de la DAS 2 dans le futur? Oh, excellente question, j'adore cette question. Alors, plus de DEB, plus de DES, plus de DAS 2. Alors, du coup, la facturation électronique, c'est que du coup, le B2B domestique. Donc, en revanche, tout ce qui serait, en effet, mais qui nous serait quand même très utile, on y réfléchit plutôt sur la partie e-reporting, c'est-à-dire que sur les données, c'est-à-dire que ça pourrait être, les données pourraient être extraites de n'importe quel support. Donc ça, en effet, sur tout ce qui est intracommunautaire, par exemple, on y réfléchit pour le mettre dans la partie e-reporting. Et la DAS 2? La DAS 2, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça fait juste des années qu'on demande la disparition de cette déclaration, donc on ne comprend pas l'utilité. Oui, chaque année, on dit oui, et puis au dernier moment, on fait ah bah non, ça ne va pas être possible. Non, le contrôle fiscal, il tient, mais bon, oui, je vous dis... Je ne sais pas pourquoi ils sont excités sur ce truc, mais il faudra qu'on en reparle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, là, monsieur, là. Et puis là-bas, la dame, là-haut. Ah, vous me le tenez. Bon, ok. Merci, bonjour de me donner la parole. Donc, madame a nettoyé le micro, mais madame Rothman, je crois, a donné son micro à son voisin d'à côté sans le nettoyer. Donc, au niveau de... Non, il ne l'a pas touché, j'ai fait très attention. Outre ce petit point rigolo, pour la TVA, c'est vrai que ça nous prend énormément de temps, tout le temps. On n'est pas payé pour faire de la TVA, on est payé pour préparer un bilan, donner du conseil aux entreprises. Donc un moyen très simple pour la TVA, c'est de la rendre mensuelle sous forme d'acompte. Ça marcherait très bien. Et la solution, c'est pas de récupérer toutes les factures, de donner un boulot énorme au niveau de la facture électronique pour faire de la TVA. On fait de la TVA mensuelle, on régularise une fois par an et ça suffit largement, comme on faisait la TVA trimestrielle. Concernant la fraude à la TVA, je pense que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, les cabinets d'audit savent très bien où se trouve la fraude à la TVA, l'administration aussi. Donc il faut aller la chercher, la TVA, là où il y a la fraude. Pourquoi embêter tout le monde alors qu'on sait où se trouve la problématique de TVA? Voilà, merci. C'est où? Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la facturation électronique, c'est 4 objectifs. C'est la lutte contre la TVA, donc la lutte contre la fraude à la TVA, les 15 milliards. C'est aussi trois autres objectifs, et en particulier la compétitivité aussi des entreprises. C'est gagnant-gagnant, parce que si c'était juste la lutte contre la TVA, en effet, on pourrait se dire, pourquoi pas que du e-reporting? La question pourrait se dire, tiens, ça sera une obligation de plus. On va faire un super FEC, pourquoi pas. On va rajouter des choses. On peut imaginer beaucoup de choses, mais l'idée, c'était quand même donner aussi des contreparties aux entreprises. Et en particulier, voilà, et encore une fois, comme on l'a dit en introduction, et comme l'a dit aussi Francesco, on s'inscrit quand même dans un mouvement. On n'est pas le peuple de Gaulois qui se met à faire dans son coin de la facturation électronique. On est dans un mouvement mondial et européen de modernisation des factures. Donc, dans ce cadre-là, on préfère remplir plusieurs objectifs à la fois que juste un. Oui, parce que pendant un moment, on avait entendu un bruit, ou je ne sais pas d'où ça venait, de l'envoi avec la déclaration de TVA du FEC. Oui, c'est une vieille... C'est une idée, en effet, qui traverse avec le temps. Mais l'idée, là, véritablement, c'était de remplir ces 4 objectifs et de s'inscrire dans la lignée du B2G, ce que font les Italiens, ce que font... alors, ça, c'est que du reporting pour le Portugal et l'Espagne. Là, je vous dis, il y a un plan d'action, on en saura plus dans quelques temps, qui a été sorti par la Commission européenne, là, le 15 juillet,
où elle dit qu'il faut accélérer cette modernisation des moyens de recouvrement. Et donc, on va... Alors, on n'a pas vraiment encore tous les détails exacts, mais ce sera sans doute un modèle un peu hybride avec de la facturation et la facturation électronique et du e-reporting. Donc, on s'engage vraiment dans un mouvement de fond où on n'est pas tout seul à... Voilà. Et c'est pour ça qu'on essaye de le faire aussi de façon progressive, parce qu'on a conscience que ça bouleverse quand même des habitudes. Il y a comme un petit investissement. Alors on espère aussi, et c'est pour ça aussi qu'on espère un retour sur investissement des entreprises, de tout, parce qu'il va falloir s'équiper, il va falloir un certain nombre de choses. Enfin voilà, il y a toujours un coup d'entrée dès qu'il y a un changement, mais ça va apporter aussi des bénéfices tangibles aux entreprises, et aussi que ces derniers objectifs là qu'on a, le 4e. Alors bon, là, on a le Covid cette année, mais on aura peut-être d'autres encore défis à surmonter. Et je pense qu'en effet, ça permettra à l'administration fiscale d'aider peut-être de façon plus réactive et plus précise, comme l'expliquait Francesco là, pour pouvoir faire des aides pour aider les entreprises dans des moments délicats de façon plus réactive et pertinente. Oui, par exemple, le fonds de solidarité, vous auriez pu, si on avait effectivement ces systèmes de facturation, les verser directement. Ça aurait été beaucoup plus simple. Pour avoir suivi un peu le sujet, on a fait tout ça dans les meilleures conditions possibles, mais ça a été quand même un peu épique. On partait de rien, et c'est vrai qu'on n'avait pas toutes les données. Donc, on peut quand même imaginer qu'avec déjà en ayant un certain nombre de données déjà en notre possession, on aurait pu être encore plus réactif, etc. Donc, c'est quelque chose qui est une bonne chose. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, et pas que pour l'administration fiscale. Je crois qu'il y a une question là-bas. Il y a 2 questions là-bas. Il n'y a que la partie droite de la salle qui pose des questions. Oui, c'est la procédure Covid. On a réparti un coin sur 2. Bonjour, Franck Adebiaï, confrère. J'ai une question par rapport aux néobanques qui attaquent au niveau de la tenue comptable et de la gestion administrative. Et dans cet objectif de réduire les coûts administratifs pour les entreprises, la tentation pourrait être forte de laisser un peu plus la main aux banques pour qu'à la fois elles gèrent la saisie comptable avec les relevés bancaires qu'elles ont déjà, qu'elles proposent un outil de vie-facture et de paiement des fournisseurs. Donc, quelle est la position de l'administration fiscale par rapport à la prérogative d'exercice des experts comptables? Est-ce que ça va être maintenu, ou est-ce que dans cet objectif encore poussé par l'Union européenne de baisser les charges administratives des entreprises, est-ce que cette prérogative va sauter ou pas? On n'y travaille pas du tout. Là, c'est pas du tout un travail à l'ordre du jour pour le moment. Mais en fait, le sujet, c'est que, à mon avis, mais je n'ai pas nécessairement un avis qui peut être débattu. La prérogative d'exercice, dans les textes, elle ne bougera pas. Même sous les coups de boutoir de l'Europe, elle ne bougera pas. Parce qu'il n'y a pas besoin de la faire bouger pour qu'elle disparaisse. Les néobanques, les déclarations de TVA automatiques. En fait, on ne peut pas lutter contre l'exercice illégal des robots. Donc, à partir du moment où c'est un outil informatique qui traite la comptabilité et qui l'établit avec des algorithmes ou de l'IA, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place comme barrière légale? Il n'y en a pas, c'est pas possible. Donc en fait, la prérogative d'exercice dans nos textes, c'est une ligne Maginot. C'est-à-dire que ça marchait à l'époque où il y avait des illégaux qui étaient des personnes physiques. Maintenant, la comptabilité, elle va être traitée automatiquement par de l'informatique. Il n'y a pas de possibilité d'interdire ça, c'est pas possible. Donc il y a évidemment les néobanques, et je crois qu'il y a des Shine qui est là, mais allez les voir, vous allez voir que eux, ils s'inscrivent dans un partenariat avec la profession, et pas nécessairement en concurrent, et ils n'ont pas la compétence ni l'envie de développer des services comme on serait capable de le faire. Mais maintenant, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que si la prestation de l'expert comptable, elle se limite à établir des liasses fiscales et des déclarations de TVA, il n'y aura plus besoin de nous bientôt. Si par contre on fait notre métier qui est d'accompagner les dirigeants, on a une place qui est toute trouvée. Ce qu'il faut, c'est évidemment monter en compétence nos collaborateurs. Et toute l'équation est là, mais il n'y a pas de protection légale qui nous permettra de traverser les épreuves qu'on va devoir traverser dans les années qui viennent. Les transformations, le bouleversement du numérique, c'est maintenant qu'on commence à en voir concrètement les effets. On a dématérialisé beaucoup de choses, mais maintenant on va commencer à avoir les gains de productivité qui vont arriver, et ça va être violent pour tous ceux qui ne seront pas capables de dire ok, mon métier c'est pas de faire de la compta, mon métier c'est pas de faire des déclarations de TVA, mon métier c'est pas de faire des liasses fiscales, mon métier c'est d'accompagner les entreprises à grossir. C'est ça mon job, c'est de les aider à la création, de les aider à se développer et les aider au moment de la transmission. Et si on est présent sur toutes ces étapes de la vie de l'entrepreneur, mais c'est pas l'Eldorado qu'on a, c'est un boulevard. Parce que les besoins de conseil,
je ne sais pas Pierre qui va me dire le contraire, mais les besoins de conseil, ils sont énormes. Et la confiance, et le niveau de confiance dans notre profession, il est très élevé. Donc notre problème, c'est pas d'aller chercher la demande en disant est-ce que Pierre il a envie que son expert comptable lui fournisse des services. C'est quels sont les services que moi je suis prêt à lui fournir, qui va m'acheter parce qu'il faut que je lui présente. Mais pour ça, il faut déjà que je fasse le travail de formaliser une offre et de lui dire voilà, je peux t'accompagner dans la gestion de ta trésorerie, je peux t'accompagner dans la gestion de ton truc. Voilà, si je le fais pas, évidemment, il ira voir ailleurs. Mais c'est ça le sujet aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne manière de le voir parce que le dirigeant aujourd'hui, en fait, il réfléchit par rapport à ses concurrents en fait. Il se dit mes concurrents vont plus vite que moi, donc comment je peux gagner sur mes coûts, comment je peux avoir une meilleure performance financière, quel projet je dois mettre en place. Et en fait, il est dans un contexte concurrentiel. Et dans ce contexte concurrentiel, il s'équipe de ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et il est complètement agnostique de d'où ça vient, etc. En revanche, je pense qu'il ne faut pas fantasmer sur les algorithmes. Ils ne vont pas faire les amortissements qui vont bien. Ils vont pas, je veux dire, c'est vrai que peut-être pour des besoins de micro-sociétés, de sociétés unipersonnelles, on peut automatiser une partie, mais de toute façon, il y aura toujours une intervention humaine pour des raisons de contrôle. Aujourd'hui, le risque est trop élevé. Même un dirigeant qui fait du conseil avec sa SASU va pas risquer de faire une erreur. Et de toute façon, il aura toujours à ses côtés l'expert comptable pour savoir ce qu'il a le droit de faire, pas faire. Enfin, je vois on se pose des questions sur comment on facture, qu'est-ce qu'on peut légitimement passer en coût. Il y a des choses qui sont pas, qu'un dirigeant ne sait pas et qui ne sont pas forcément toujours faciles à intuiter. Donc ça ne va pas bouger. En revanche, l'automatisation va faire gagner du temps, mais je ne pense pas qu'elle, pour moi, ne représente pas une menace pour l'exercice. Ouais. Est-ce que, une dernière question et puis oui, il y a deux questions là. Et il y a Monsieur Dufond aussi qui souhaitait prendre la parole. Absolument. Je prends peut-être les questions du haut. Allez, une question en haut et Monsieur Dufond. Alors le temps que Isabelle court, juste pour préciser, donc Monsieur Thierry Dufond, j'ai oublié de vous saluer, parce que en fait je vous avais dit bonjour avant, mais donc et le commissaire du gouvernement au Conseil régional de Paris et à la direction des finances publiques de Paris-Île-de-France. Alors, j'ai une question pour notre ami italien. Là, on parle de facture électronique qui est normalement certifiée au moyen d'un certificat électronique qualifié EIDAS. Est-ce qu'en Italie, vous vérifiez ces certificats également dans vos systèmes? Absolument. Deuxièmement, j'ai une question pour la DGFiP aussi. Vous nous avez parlé des avantages. Moi, je vois d'énormes risques là-dessus, qui sont notamment des risques de se faire piquer les données et de regrouper toutes les données. D'avoir aussi la confidentialité des contrats qui saute parce que du coup, au sein des factures, on voit exactement ce qu'on a facturé, à quel prix, à quelle personne. Est-ce que dans ce cadre-là, vous êtes rapproché de M. Breton qui est en train de faire toute une analyse au niveau européen sur la sécurité des données, puisque toutes ces données se retrouvent sur des serveurs finalement qui sont AWS, Google ou Azure? Merci. Alors en Italie, toutes les factures, elles sont déjà en XML, comme on disait avant, et elles sont toutes signées dans un format électronique certifié qui s'appelle P7M. Donc toutes les factures, elles sortent en deux formats, et celle qui est signée, donc certifiée, c'est celle qui va être gardée dans le système public, on va dire. Donc toutes les factures sont le même format, même signature, avec le même certificat. Alors, en ce qui concerne la sécurité des données qui vont être recueillies, nous avons bien évidemment en tête, il y a même ce qui s'appelle le SPOF, le point unique de failure, donc d'échec. Donc oui, on a bien conscience il y a un vrai enjeu de sécurisation des données, mais aussi, comme vous l'avez souligné également, de respect du RGPD. Donc nous sommes en lien avec, alors pas avec Thierry Breton, mais avec on a une entité à Bercy qui s'occupe du RGPD et voilà, on est déjà en train de travailler avec lui en lien sur tout ce qu'il va falloir déclarer et toutes les précautions qu'il faut prendre à partir du moment où naturellement nous allons recueillir toutes ces données. Donc ces deux points ont bien été identifiés et sont en cours d'expertise actuellement et seront évoqués aussi dans le cadre du rapport. Le mot de la fin, Thierry. Oui, juste pour vous faire part d'une petite frustration que j'ai par rapport au paysage géopolitique qui a été présenté. Je suis assez étonné de voir que les pays qui se sont positionnés rapidement,
c'est plutôt les pays du sud de l'Europe, le Brésil et quelques autres que vous avez cités. Je serais curieux de savoir comment se positionnent nos grands partenaires économiques comme l'Allemagne, les pays anglo-saxons, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé d'eux ? Ils sont en retrait sur ces sujets, ou il y a d'autres raisons qui nous échappent? Enfin voilà, ma curiosité est un petit peu géographique à ce stade. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est la question qui se pose. C'est vrai qu'on pense toujours à notre partenaire allemand, au partenariat franco-allemand. Et alors, en fait, eux, ils en sont à notre situation actuelle. En fait, ils ont le B2G obligatoire et ils n'ont pas encore mis en place. Donc, c'est optionnel, en fait. On peut faire de la facturation électronique, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ils sont encore dans la phase où on est actuellement. Par rapport à eux, on s'engagerait un peu plus tôt qu'eux. Et alors le système anglais, on m'a dit quelque chose, il est un peu différent. Je n'ai plus trop en tête, mais c'est peut-être plus sur du e-reporting, mais là ils sont encore aussi en retrait. Mais vous verrez dans le rapport, on a fait une jolie carte. Et ils sont en effet indiqués, parce que c'est vrai qu'un peu naturellement, enfin on pense naturellement à l'Italie, enfin à nos voisins évidemment, mais aussi on pense à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne. Mais voilà, s'ils ne sont pas encore évoqués, c'est parce qu'ils en sont encore au système un peu... Enfin en tout cas pour l'Allemagne, c'est le système actuel, c'est-à-dire du B2G obligatoire. Bon, c'est la directive européenne qui nous a été transposée donc, avec l'ordonnance de 2014. Et voilà, après, comme je vous le dis, il y a un plan d'action de la Commission qui est sorti le 15 juillet, donc c'est assez récent. Et elle s'oriente sur aussi des avancées, donc on va en savoir un peu plus. Mais bon, le temps que les législations européennes se fabriquent, bon, ce ne sera pas avant un horizon, je ne sais plus, 2027 ou 30, quoi. Donc là, on s'oriente un peu plus par la suite. Donc nous, on sera de ce point de vue-là, par rapport à ces partenaires-là, on serait un peu plus précurseurs. On peut ajouter une précision. Il y a eu quand même un stimule par les pays qui avaient la majorité des fraudes fiscales à commencer avant pour augmenter la propre réputation à niveau international. Donc ça a aidé quand même beaucoup. Après, sur les formats, il y a aussi... là, on a parlé de Facture X, mais Facture X, c'est le format français. Il y a tout un travail qui a été mené par la FNFE, qui est le Comité national pour la facture électronique française, pour que Facture X soit complètement compatible, similaire en fait, à Zugford, qui est le format allemand. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait aussi en chambre, qui va porter ses fruits dans l'implémentation. Bien, donc merci Francesco, merci Alexandra, merci Virginie, merci Pierre. On a 5 minutes de retard, 6 minutes, voilà, et je vous remercie d'applaudir ces brillants intervenants. On a dans une demi-heure à 11h30 la conférence des présidents que j'aurai le plaisir d'intervenir avec Olivier Salustro et Olivier Boucherie, les deux présidents des CRCC. Mais sinon, vous avez aussi plein d'autres ateliers très sympas. Très bonne journée à vous.